Comment ils vont? C'est moi ou il y a du mouvement un peu partout là sur la grille? Ça bouge chez Williams, ça couvre quelque chose chez Merco. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça, et on va aussi évoquer McLaren qui pourrait remettre une fessée. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Italie. Ferrari est à domicile avec une upgrade, Williams a remplacé un de ses pilotes. Mercedes va annoncer le remplaçant de Lewis Hamilton. Avant ce week-end transalpin, vous devez savoir tout ce qui se passe en Formule 1. Allez, on en parle. Si mes vidéos vous plaisent, un geste simple peut me montrer votre soutien. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton s'abonner qui est juste là. N'oubliez pas le pouce bleu et on sera bon. Bonne vidéo. Pour lancer cette preview, je vous propose de parler de la nouveauté de ce circuit, qui pourrait déclencher quelques surprises. Et oui, à l'approche de ce Grand Prix d'Italie, le tracé de Monza a été resurfacé. Oh bon? Tout à fait. C'est l'une des actions prises dans le cadre du projet de rénovation des infrastructures du circuit. Le truc, c'est que ça peut avoir un impact très important sur le racing, et dans ce cas-là, il est très probable que ce soit le cas. D'abord parce que cet asphalte utilisé est plus foncé que celui d'avant, donc il est susceptible de plus garder la chaleur. On parle de la météo en fin de vidéo. D'ailleurs, les experts de Pirelli ont déterminé que la température de piste pourrait dépasser les 50 degrés, ce qui est significatif. Du coup, c'est simple, on s'expose plus facilement à des surchauffes. Même si ça devrait offrir plus de grippe. Cette information est importante et devrait toucher une équipe en particulier. On en parle plus tard dans la vidéo. Ensuite, les vibreurs changent aussi. Et devinez quoi, ils sont plus plats, enfin, moins hauts. Ce qui pourrait donner un peu plus de marge aux pilotes et peut-être aider les voitures qui ont du mal avec les bordures. Suivez mon regard. Enfin, on a fait une petite modification sur la première chicane qu'on a légèrement élargie dans sa deuxième partie, probablement pour faciliter les dépassements. Voilà pour les changements de Monza qui devraient avoir un impact sur le racing. Il y a deux interrogations principales au niveau de la perf en vue de ce week-end. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais c'est celles qui ressortent pour moi. D'abord, est-ce que McLaren sera capable de réitérer une perf similaire à celle de Zandvoort? Et ensuite, Ferrari fera-t-elle partie des favoris sur cette aire? Commençons par McLaren qui va poser son avion de chasse sur le circuit italien avec beaucoup d'espoir. Bon les gars, j'ai du mal à voir comment cette voiture pourrait être tenue en échec en fait. Alors ça va être des conditions très différentes de ce qu'on a d'habitude à Monza, au niveau de l'asphalte vous l'avez compris, mais de ce qu'on sait de cette voiture, il semble compliqué de parier contre. Elle est très efficace au niveau de la gestion de la température des pneus, elle va vite en ligne droite, elle a beaucoup de stabilité globale. Si vous me demandez qui je vois gagner là tout de suite, je vais aller sur Lando Norris. Alors on n'est pas à l'abri de voir une Red Bull en pole position par contre, mais sur la longueur d'un Grand Prix, avec ce qu'on a vu, ça va être compliqué d'aller les chercher. Après on peut toujours se tromper les gars, mais ce qu'ils ont montré aux Pays-Bas est quand même incroyable. Alors de là à remettre 23 secondes, je sais pas, mais en tout cas ils devraient encore une fois être en forme. Et figurez-vous que chez Ferrari aussi on a pas mal d'espoir. Parce qu'à Monza on arrive avec deux choses. Une nouvelle livrée certes discrète mais qui sera appréciée, avec en bonus des combis noirs que je trouve assez stylés. Et donc cet upgrade dont je vous ai parlé la semaine dernière, et pendant le débrief de Zandvoort. On y met beaucoup d'espoir en vue de la fin de saison pour corriger les petites choses qui ne vont pas sur la voiture, notamment cette instabilité dans les virages à haute vitesse qu'on lui connaît depuis qu'elle a lancé son développement. Donc on compte beaucoup là-dessus. Ensuite, et c'est important, la voiture est historiquement performante à Monza. Son agilité dans les virages lents et sa vitesse de pointe donnent à la voiture le profil d'une candidate à une bonne perf, même si ça sera serré évidemment. Ce qui est intéressant je trouve, c'est de se dire qu'à Zandvoort, tracé qui ne correspondait pas à la voiture, on a été performant. Un euphémisme en vrai, quand tu sais que le dimanche, ton rythme a été parfois meilleur que celui de la Red Bull. Donc voilà, chez Ferrari on apporte du nouveau, on est historiquement en forme à Monza, donc on espère un bon résultat à domicile. On parle de Red Bull et Merco plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. L'une des grandes nouvelles de cette semaine, c'est que ça y est, Williams s'est séparé de Logan Sargeant. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, je pense qu'on peut dire que Zandvoort a été le crash de trop. Et c'est dur, mais je les comprends. T'as un mec qui est là, qui casse beaucoup, en vrai trop, qui manque cruellement de performance et qui n'a pas un grand retour technique. Là, je fais une supposition. À un moment donné, tu le sors. Après, c'est vrai que les choses montrent bien que c'était pas dans le plan. On peut imaginer qu'il y a eu un vrai coup de sang. Je vois pas comment tu peux virer ton pilote au milieu d'un double-header juste après la trêve estivale si t'avais prévu de le faire. Surtout que c'est pas du tout en accord avec une préparation optimale pour le pilote remplaçant. Donc voilà, je suis un peu deg pour lui parce que Logan c'est un bon gars, mais honnêtement il fallait le faire parce que c'était vraiment plus possible. Pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'avec ses crashs, Sargeant il ralentissait la croissance de Williams. En vrai, casser la voiture c'est le pire truc qu'un pilote puisse faire, surtout dans un contexte où les budgets sont si serrés. Dans son cas, il y avait tellement de cartons, c'était un déménagement le truc. Voilà, donc Logan Sargeant out. Mick Schumacher in. Ah non. Franco Colapinto in. Qui c'est celui-là? Regardons ça de plus près. Franco Colapinto est un pilote argentin de 21 ans, actuellement rookie en F2 et P6 au championnat. Il fait partie de l'académie Williams depuis début 2023. Mais allons juste un peu plus dans le détail de son histoire pour que vous sachiez qui il est. Né le 27 mai 2003 en Argentine, il commence sa carrière en karting à l'âge de 10 ans. Il reste dans son pays d'origine jusqu'en 2017, avant de partir en Europe comme ça se fait très souvent.
Il passe ensuite par la F4 espagnole, tout plein de séries à travers le monde, y compris les Le Mans Series en Asie et en Europe, et les 24 heures du Mans. C'est en 2022 qu'il peut se mettre à fond en monoplace avec la F3 où il a de bons résultats, ce qui lui permet d'être repéré et recruté par Williams en 2023. Il entre en F2 à Abu Dhabi l'an dernier sur la dernière course de la saison, et en 2024 fait une saison correcte qui le place donc P6 au classement comme je vous l'ai dit. C'est un pilote qui est connu pour faire assez peu d'erreurs, et donc cracher peu de voitures de manière générale. On parle seulement de 4 accrochages significatifs sur ses 3 saisons en formule de promotion. Ça fera plaisir à Williams. Voilà pour son histoire. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Eh ben je vais vous décevoir. Je vais pas aller dans le sens de Mick Schumacher ou d'un pilote avec plus d'expérience. En fait, je me dis que t'es un mec qui performe pas, t'es sûr que tu veux le bouger, t'as pas le temps parce que t'en peux plus, t'as une académie, elle est faite pour faire monter des pilotes. En vrai, pourquoi pas prendre celui en qui t'as le plus confiance? Perso, je trouve ça bien de donner cette opportunité. Après, ça va être chaud, hein. On verra. Il a qu'une FP1 et quelques tests dans les pattes, donc peu de roulage. Ça va être un vrai challenge. Je vous rappelle ce qu'Isaac Adjar m'a dit dans le podcast sur la différence entre la F1 et la F2. C'est sûr que quand t'entends ça, tu te dis que ça va pas être facile, hein. Mais bon, c'est la chance de sa vie. De toute manière, si ça marche pas, ils pourront toujours mettre Mick plus tard. A priori, il sera toujours dispo. Puis en vrai, Monza, est-ce que c'est pas le meilleur circuit où faire débuter un rookie? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Pour finir, il y a un truc très important que vous devez savoir, c'est que Colapinto a réussi à réunir la coquette somme de 4,5 millions de dollars pour rouler chez Williams. 500 000 dollars par course, vous ne rêvez pas. C'est 4 de ses sponsors qui mettent la main à la poche pour lui, ce qui va faire entrer un peu de budget dans les caisses de Williams. On peut imaginer que ça paye le déménagement de Sargent. Vous comprenez maintenant peut-être mieux pourquoi ça arrange Williams et pourquoi on met pas quelqu'un qui coûterait potentiellement de l'argent. Ça y est, normalement c'est fait. Andrea Kimi Antonelli va signer chez Mercedes. Ma source c'est la même que la vôtre. Julien Febvre sur Canal+, qui l'a annoncé vendredi dernier. Donc normalement c'est fiable, et quand on sait à quel point la rumeur est insistante depuis un moment, on ne peut que lui accorder le maximum de crédit. Donc ça serait fait, et ça serait quand même une sacrée nouvelle. Les gars, Kimi Antonelli, il a 18 ans. Pour un top team, ça serait une première depuis Max Verstappen en 2016, un move comparable à celui de McLaren avec Hamilton en 2007. Bref, ça serait un truc de fou, et ça serait pour samedi. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu, mais Antonelli va rouler en FP1 dans la Mercedes pour son premier roulage officiel en F1. Il roulera devant son public, puisqu'il est italien. D'ailleurs, on l'annoncerait que samedi pour plusieurs raisons. D'abord, pour lui laisser faire ses tests tranquilles, sans pression, et évidemment aussi pour le laisser se concentrer sur sa qualif de F2. Il paraît aussi que Merco se délecte d'annoncer un italien sur les terres de Ferrari. Vous apprécierez ou pas. Du coup, ça va arriver a priori. Moi, je suis quand même assez surpris de cette décision. Je vous l'ai dit, je trouve qu'il manque d'expérience, c'est un peu tôt, mais bon, j'imagine qu'il y a du fond. De toute manière, même si en soi il n'est pas flamboyant en F2, il a l'air quand même hyper impressionnant. Normalement, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, j'espère que c'est le crack qu'on dit et qu'il va pas se brûler les ailes. L'avenir le dira. Vous le savez, perso, j'étais convaincu que Max ferait le switch et prendrait ce baquet. Mais bon, c'est comme ça, on peut tous se tromper. Dans tous les cas, rassurez-vous, je vous donnerai mon avis détaillé sur cette titularisation, mais je le ferai dans une vidéo dédiée. Je pense que ce genre d'annonce dans ce genre d'équipe vaut le coup de faire ça de manière approfondie. Bref, normalement, le remplaçant de Lewis Hamilton, c'est Andrea Kimi Antonelli, et ça devrait être annoncé samedi. Sous pression avant ce week-end à Monza, Red Bull. Vous avez vu le débrief, vous savez pourquoi. Si vous l'avez pas vu, il est là. Pour vous la faire courte, je vous remets l'écart entre Lando et Max, ça devrait vous aider à comprendre. Et oui, je vous ressors les stats, mais ça fait 5 courses que l'écurie n'a pas gagné. Checo Pérez n'est pas monté sur le podium depuis 10 Grands Prix. La dynamique, elle pique. Et puis en dehors de juste la tendance, il y a cette faiblesse que montre la voiture depuis quelques courses, qui a l'air de s'être fortement accentuée face à la McLaren. Alors à Zandvoort, il faut savoir que l'écurie utilisait 2 spécifications différentes au niveau du plancher, et que c'est Sergio Pérez qui avait la plus récente. Apparemment, la version du Mexicain aurait été plus rapide, et on devrait la mettre sur la voiture de Max ce week-end. Du coup, une voiture qui devrait être dans de meilleures dispositions de base, un circuit qui devrait leur aller un peu mieux. Le resurfaçage, il est possible que la Red Bull soit un peu plus performante ce week-end. Après, je vous l'ai dit, attention à la McLaren, et même potentiellement à la Ferrari. Il va falloir être attentif ce week-end. Perso, j'ai hâte de voir si cette voiture continue à être difficile à conduire malgré le tracé de Monza. J'ai hâte de voir quel appui on mettra sur les voitures. Je pense qu'on aura quelques réponses aussi. Je vous le rappelle, chez Red Bull, on a un problème et on l'assume. Reste à savoir si on en aura trouvé la nature à Monza. Ça a été une rentrée un peu troublante pour Mercedes. Et oui, après une série de plein de podiums et 2 victoires en 3 Grands Prix dont un doublé, les grilles ont pris une douche froide aux Pays-Bas. Il faudra donc se relever à Monza. Le truc, c'est qu'il y a un hic. Enfin, une interrogation. En début de vidéo, je vous avais parlé d'une équipe qui devrait souffrir plus que les autres de la nouvelle asphalte présente sur la piste. Et ben c'est Mercedes. On l'a dit, la couleur de la piste va faire en sorte qu'elle soit plus chaude, ce qui pourrait déclencher de la surchauffe au niveau des pneus pour certaines équipes. Pas besoin de vous faire un dessin, ça pourrait être particulièrement compliqué pour eux. On le sait, dès qu'il fait chaud, la voiture perd en performance à cause de la température pneumatique. Rappelez-vous de l'Espagne, de l'Autriche ou de la Hongrie, vous allez comprendre. Je sais, Russell gagne à Spielberg, mais rappelez-vous de pourquoi s'il vous plaît. Bref, voilà, sur le papier, ça pourrait ne pas être évident pour Marco ce week-end. Après, l'incertitude elle est pour tout le monde,
Donc ça sera celui qui s'accommode le mieux de cette nouveauté, mais disons qu'avec les données qu'on a, ça devrait être eux qui soufflent le plus. J'espère qu'ils me feront mentir. L'équipe Racing Bull sera sous pression à Monza. À Zandvoort, ils ont mis fin à une série de 4 courses avec des points, et faudrait pas que ça devienne une habitude. La marge sur As est assez faible, et ils doivent lancer leur deuxième partie de saison. En parlant de l'équipe américaine d'ailleurs, faudra se méfier d'eux, puisqu'ils sont efficaces sur les circuits à forte vitesse de pointe. Attention à Monza. Aux Pays-Bas, la petite sœur de Red Bull a été en difficulté, elle a été incapable de trouver la performance dans les courbes de Zandvoort, que ce soit le samedi ou le dimanche. Ça l'a obligé à tenter des choses en stratégie, notamment sur la voiture de Yuki, ce qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, côté pilote, on a un Daniel Ricciardo toujours sous pression, qui voit petit à petit son avenir s'assombrir. À moins d'une surprise sur Red Bull, ça va être compliqué. En vrai, en ce moment, ça fonctionne correctement pour lui, c'est pas flamboyant, mais disons que c'est correct. Après, à mon avis, c'est encore insuffisant. Bref, l'équipe sera à domicile en Italie, et elle sera logiquement sous pression. Alpine sera aussi sous pression à Monza, et pas seulement parce que ça devrait être un week-end compliqué au niveau de la performance. Vous le savez, on veut arrêter le projet du moteur Renault en F1, ça agite fortement les salariés, ce qui est tout à fait compréhensible. Renault et la F1 ça va ensemble, et moi aussi, évidemment que j'ai envie que ça continue. Du coup, il y aura une mobilisation des salariés sur place pendant le Grand Prix. Une centaine de collaborateurs seront présents dans 2 tribunes différentes et déploieront des banderoles pour lutter contre l'arrêt de ce programme. A priori, ils seront tous habillés pareil, donc avec un t-shirt blanc marqué du logo Alpine, et dans le garage, les collaborateurs porteront si possible un brassard noir pour montrer leur soutien. L'usine se mettra aussi en grève pour soutenir le mouvement. Force à eux! Désolé les gars, je m'étends pas trop sur Alpine parce que j'ai ajouté cette partie au dernier moment. Je pense que c'est important de savoir quelle est la mobilisation. Je vous l'ai dit, l'équipe n'attend pas de points ce week-end. Messieurs, dames, Jean-Michel Prédiction a repris du service. Et j'ai presque envie de vous dire, comme jamais. Cette saison, on se régale. Il faut profiter parce que ça peut très vite changer. Rappelez-vous de l'an dernier. Bref, Monza est là et je remets mon titre en jeu. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et sur ce Grand Prix, les gars, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va voir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Je sens un truc venir, je sais pas pourquoi. Une intuition. Et je pense que vous le voyez venir parce que vous le sentez aussi. Je sens que ce week-end italien va récompenser des hommes vêtus de rouge. Et oui, ils seront à domicile et je vous l'annonce dès aujourd'hui. Dimanche, il y aura 2 pilotes Ferrari sur le podium du Grand Prix. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est assez haut pour les 2 premiers. C'est assez rare pour être souligné, voyez par vous-même. Les Ferrari sur le podium, il n'y a pas forcément que moi qui le pense. Par contre, c'est assez serré avec les Mercos. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Monza, mythe total du calendrier de la Formule 1. Le temple de la vitesse a été construit en 1922 et a accueilli une course de F1 tous les ans depuis 1950, sauf une fois. Légendaire, je vous l'avais dit. Comme son nom l'indique, ce circuit est rapide, les pilotes feront d'ailleurs 80% de leur tour en pleine charge. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti pour cette longue ligne droite des stands. Ici, bien entendu, les pilotes auront le DRS pendant la course. Au numéro 1, on va sauter sur les freins le plus tard possible et plonger dans cette chicane où il sera tout à fait possible de dépasser. À la sortie, c'est le plus tôt possible sur les gaz cette fois. Ici, la motricité sera clé. Là, c'est à fond dans la courbe Grande à la fin de laquelle le secteur 1 se termine. Il y aura à nouveau un gros freinage dans le numéro 3. En sortie, on monte sur le vibreur mais pas trop, avant de repartir à l'enchaînement d'Elesmo qui sera clé dans ce tour. Dans la ligne droite qui suit, les pilotes auront à nouveau le DRS pour essayer de dépasser dans la Scari, ce qui n'arrive presque jamais. Dans ce virage, on rentre le plus vite possible. A noter que les voitures ayant choisi de mettre de l'appui auront un léger avantage. Ici, c'est une nouvelle ligne droite mais sans DRS, qui nous mène tout droit au virage le plus mythique de ce circuit, la parabolique. Les pilotes prendront ce virage sur le 5e rapport et remonteront les gaz le plus vite possible pour aller signer leur chrono. C'est donc la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix à Monza. Vendredi, il fera très beau et très chaud. Samedi, c'est pareil mais avec des petits nuages. Et dimanche, on est sur une météo similaire à celle de samedi. Le programme du Grand Prix d'Italie. Vendredi à 13h30, on aura les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30, on aura les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai en live chez Winamax pour pole position. Et je commenterai aussi le Grand Prix en direct depuis là-bas. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!